Voilà, vous l'avez parfaitement compris. C'était donc Ernest Kofi qui est décédé, qui nous a quittés. Voilà, nous profitons donc pour rendre hommage à cet artiste Ernest Kofi. Nous profitons pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Événement exceptionnel. Nous avons donc notre invité en ligne. Il s'agit du docteur Jacques Leroux, qui à un moment donné, il était très actif au niveau des réseaux sociaux. Mais depuis 5, 6, 7 ans, voilà, nous l'avons plus, nous l'avons plus eu. Mais là, il est notre invité aujourd'hui. Nous allons échanger avec lui tout à l'heure, docteur Jacques Leroux. Comment allez-vous? Alors, merci, ça va bien. Voilà. Bon, de façon générale, comment vous vous sentez, docteur Leroux, hein? Ça va, tout va bien. Déjà, je voulais dire que je voulais exprimer d'abord toute ma joie de retrouver un espace d'expression que j'avais déserté. Vous avez osé dire le nombre d'années, ça ne nous rajeunit pas. Mais bon. Je suis très heureux de revenir chez Jacques Roger, n'est-ce pas? Et surtout, je voulais remercier Jacques Roger pour son invitation et pour son émission qui, à mon avis, se pose comme un puissant vecteur d'information et de formation du citoyen. Je voudrais aussi saluer les auditeurs qui nous font l'honneur de nous écouter ce soir. Enfin, je voudrais dire des paroles de compassion aux Ivoiriens qui souffrent des conséquences du Covid-19. Et je souhaiterais le moment venu dire quelques mots à propos du Covid, justement. Voilà, merci beaucoup, docteur Jacques Leroux. Alors, nous allons rapidement faire une petite présentation du docteur Jacques Leroux. Et puis, en plus, nous revenons donc dans le débat tout à l'heure. Voilà. Voilà, bienvenue donc à notre spéciale émission qui démarre. Nous profitons pour dire bonsoir à tous ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. En principe, aujourd'hui, c'était l'émission Solutions présentée par le pasteur Nda, mais actualité oblige. Nous avons été obligés donc d'animer cette émission aujourd'hui. Nous profitons pour dire merci au pasteur Nda et aux nombreux auditeurs de l'émission Solutions. Mais nous allons essayer d'être à la hauteur pour ne pas vous décevoir. D'ailleurs, nous avons donc un invité exceptionnel. C'est le docteur Jacques Leroux, que vous connaissez certainement très bien. Ceux qui sont habitués à nos émissions Jacques Roger, il y a pratiquement 10 ans, docteur Jacques Leroux faisait partie de ces sachants qui apportaient un cachet spécial à tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, il est notre invité avant de revenir dans le thème de ce soir, de ce qui nous réunit ce soir. Nous allons faire une petite présentation de façon très laconique du docteur Jacques Leroux. Le docteur Jacques Leroux, Aka, si vous voulez, Jacques Leroux, voilà, Jacques Leroux, mais nous l'appelons Jacques Leroux, est professeur donc de langue étrangère, français-allemand à l'université Hampton, en Virginie, USA. Il exerce aussi les fonctions de directeur du programme des langues étrangères au sein de cette institution, titulaire du doctorat unique d'études germaniques, nouveau régime obtenu à l'université Michel de Montaigne, Bordeaux 3, en France. Le docteur Jacques Leroux est aussi spécialiste de l'histoire des idées du XXe siècle. Il a été tour à tour professeur en France et en Louisiane. La contribution donc des Noirs à l'histoire mondiale, le rôle pivotal du panafricanisme dans le développement de l'Afrique, les processus de transition démocratique sur le continent et les transferts intellectuels compte au nombre de ces centres d'intérêt. Donc, vous voyez que ce soir, nous allons donc avoir une émission très, très intéressante. Alors, restez là en ligne. Après donc ce générique, et
nous revenons à notre invité. Merci beaucoup. Alors, veuillez nous excuser. Attention. On sait pas où on va. Tu vois, Satio, DJ Jacob, Kesha. C'est ça la vie. Il faut travailler, faut chercher, faut brouiller, faut décaler, travailler, décoller, décaler. Oh, couper. On sait pas où on va, mais on y va quand même. On sait pas où on va, mais ça va. Vous l'avez parfaitement compris. Au vu de ce qui se passe là, je crois que nous pouvons tirer notre résumé. Hein. On ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Alors, docteur Jacques Leroux, nous revenons encore. C'était donc votre CV. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ce... Vous avez un CV assez long, mais nous avons été obligés de condenser cela. Ça a été quand même difficile, docteur Jacques Leroux. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant que nous commencions donc notre émission? Par rapport à votre CV, bien sûr. Bah non, je pense qu'on a fait un résumé assez succinct, ça devrait aller. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous sommes tous frappés par le COVID-19. Vous êtes enseignant et depuis pratiquement un moment, je crois que vous travaillez aussi à la maison. Cela a affecté non seulement le monde entier, mais surtout votre pays, la Côte d'Ivoire. Alors, de façon générale, docteur Jacques Leroux, qu'est-ce qu'on peut dire du COVID-19? Qu'est-ce que vous savez? Si votre fils était en face de vous aujourd'hui et que vous posez la question, papa, le COVID-19, c'est quoi? Alors, je vais vous laisser un peu développer. Hein. Dites-nous ce que vous savez du COVID-19. Bah, écoutez, je vous remercie déjà pour cette question. Je voulais dire que quand on parle du Covid, quand on entend dire Covid, eh bien, on pense d'emblée aux malades et aux spécialistes de la santé, ce qui me semble aller de soi. Cependant, cette pandémie traverse finalement tout le corps social. Et c'est à ce titre seulement, que je m'aventure sur ce terrain, car, comme le disait un écrivain français du nom de Bossuet, équipage d'un même bateau, nous avons le même destin. Alors, je jette un regard au fond sur cette crise. J'ai de la compassion pour les malades, mais je regarde aussi vers l'avenir. Et je considère que l'Afrique s'est plutôt bien comportée. Et elle fera mieux dans le futur. Pour l'instant, je crois qu'il faut féliciter l'Afrique en général. Pourquoi? Eh bien, pour cette formidable, je dirais cette remarquable capacité de réactivité face à la pandémie. Évidemment, ça nous change finalement de l'improvisation et de la condescendance que cela suscite à l'extérieur, surtout en Occident, où on pointe volontiers le laxisme et la léthargie de l'Afrique. Je crois qu'il est important de saluer le courage des chercheurs et autres experts africains. Je pense notamment ici au docteur Valentin Adgo du Bénin pour son apivirine qui a fait ses preuves et qui a été vite étouffé. Allez savoir pourquoi. Je pense aussi au biomédecin ivoirien. J'ai été très heureux de découvrir cela hier soir à la télé. Qu'il me pardonne, je n'arrive pas à bien prononcer son nom, ce serait le docteur Damanan. Eh bien, je le félicite pour sa formule du BJ12 qui soignerait la maladie en 5 jours. Je crois qu'il faut aussi saluer le leadership d'un pays. Et là, j'insiste là-dessus. Madagascar, un pays qui est dirigé par un président courageux. Eh bien, vous voyez, droit dans ses bottes, il a osé présenter et défendre un produit, le Covid organique. Eh bien, pour moi, ce président de Madagascar, eh bien, il montre le cap au reste de l'Afrique. Car au fond, après 60 ans d'indépendance, je considère que l'Afrique devrait cesser d'importer des solutions pour résoudre ses problèmes. Je considère qu'il est temps maintenant pour elle de trouver des solutions originales à ce défi qui se pose à elle. Comment? En mutualisant tous ses efforts au plan continental. Et là, j'ai une question tout de suite.
qui prouve bien que l'Afrique a intérêt à se réveiller. La question est la suivante. Pourquoi les Occidentaux font-ils autant de difficultés devant la montée en puissance du Covid organique de Madagascar? Allez savoir. Peut-on nous dire que les chercheurs africains sont moins doués que leurs collègues européens ou américains? Je rappelle au passage quand même que les étudiants africains qui étudient en Europe ou en Asie ou en Amérique, eh bien, ils finissent souvent, ou en tout cas, ils font partie des majors de leur promotion dans les universités américaines, comme j'ai dit, européennes et asiatiques. Et puis voilà, on va se référer à un Français qui est un occidental aussi. Qu'est-ce qu'il dit, le professeur Didier Raoult, le célébrissime, à propos des Africains? Eh bien, il nous dit ceci. Les Africains, parce qu'il est directeur de thèse, il dirige beaucoup de travaux, de laboratoires, les Africains et les Arabes sont les meilleurs étudiants-chercheurs de France. Et la recherche française repose à 50% sur eux. En conclusion, dit-il, il n'y a pas de recherche française sans les Africains et les Arabes. Propos non démentis à ce jour. Donc voilà, j'ai salué les pays africains en général, mais je voulais plus singulièrement féliciter un pays voisin de la Côte d'Ivoire qui est le Ghana. Pourquoi? Parce que j'ai énormément apprécié son approche du problème. C'est-à-dire que le Ghana est sur une ligne de souveraineté sanitaire, c'est-à-dire au fond, de confiance en ses capacités, et cela est remarquable, grâce au leadership du président Akufo-Addo. Rappelez-vous, c'est lui qui a prononcé cette phrase forte de mobilisation devant le Covid, et je cite, « Nous savons comment faire repartir l'économie, mais nous ne savons pas comment ressusciter les morts. Alors mobilisons-nous. » Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces propos du président Addo ont été célébrés, salués dans le monde anglophone, et donc dans le monde tout court, puisque l'humanité parle anglais. Entre autres, et je pense que tout le monde va s'y retrouver, pour ceux qui habitent aux États-Unis et en Angleterre, l'illustre journaliste Piers Morgan, qui avait remplacé Larry King, n'est-ce pas? Eh bien, il s'est servi de cette déclaration du président Akufo-Addo pour pointer l'absence de leadership et de crédibilité. De qui? De Boris Johnson, Premier ministre britannique sur le Covid. Une petite chose que je voulais dire, parce que c'est absolument intéressant de souligner, c'est que l'ancien président du Ghana, John Jerry Rawlings, a soutenu le président Akufo-Addo, son adversaire au quotidien au Ghana. Voilà ce qu'il dit. I respect him. Je le respecte. Je souhaite qu'il reste sur cette ligne et qu'il réussisse. Quel bel exemple de maturité, d'unité et de responsabilité dans un contexte de médiatisation planétaire où les grandes puissances elles-mêmes se cherchent. Pour moi, c'est tout bénéfice pour l'Afrique, un continent dont vous savez très bien qu'il souffre d'un déficit d'image à l'international. Alors, je considère, et en regardant l'avenir, que la réponse de l'Afrique au Covid, eh bien, elle permettra sans doute de changer de paradigme. De changer de paradigme quant aux futures initiatives du continent, sans être obligé, par exemple, comme c'est le cas aujourd'hui, de prendre des ordres à droite et à gauche. Et puis, il y a une chose qui est très encourageante dans cette affaire. On a tous vu que le continent africain a déjoué ce que j'appelle les tombereaux de prophéties apocalyptiques de l'OMS. Eh bien, c'est tout à son honneur. Et nous, les Africains, nous n'allons pas bouder notre plaisir. Je voudrais terminer rapidement sur le Covid par une anecdote qui illustre bien la mentalité de certains dans les pays du Nord par rapport aux compétences du Sud, même quand c'est un compliment. Alors, la scène se passe à l'université de Poitiers en France, au terme d'une soutenance de thèse de doctorat de philosophie sur Hegel. Vous avez compris, j'ai dit Hegel parce que c'est le germaniste qui parle. Bien sûr. Eh bien, un membre du jury de cette thèse, très impressionné par les compétences de l'impétrant, est allé jusqu'à déclamer: d'Afrique nous est venue une lumière sur Hegel. Évidemment, c'est insatisfecit. Mais c'est insatisfecit qui traduit à la fois l'incrédulité et la méconnaissance des capacités des élites africaines, dont les meilleures, souvent, sont considérées comme une anomalie. Heureusement,
toutes ces choses commencent à se corriger. Et on l'a vu d'ailleurs à travers les recherches des Africains sur le Covid. Voilà ce que je voulais dire, à savoir que d'un problème effectivement qui afflige le continent, eh bien de ce problème-là, jaillit une lumière, qui est la lumière de la recherche, la lumière de l'espérance. Alors, justement, docteur Jacques Leroux, tout à l'heure, vous avez loué la prouesse du Ghana, mais votre propre pays, la Côte d'Ivoire, vous n'avez pas fait cas. De façon générale, nous n'allons pas rentrer tellement dans les détails puisque ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais comment analysez-vous la réponse de votre gouvernement à Abidjan? Bon, d'abord, je voulais vous dire que si je n'ai pas parlé de la Côte d'Ivoire, c'est parce que j'ai vu cette affaire de façon panafricaine, en fait. Et donc, je remarque, en fait, ce que font les Africains de mieux. Ça ne veut pas dire que les autres ont démérité. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, au tout début de la crise, pardon, eh bien, je pense qu'ils ont bien réagi là-bas, en fermant les aéroports tout de suite, de sorte à ce que la maladie, dont les Africains se plaisent à dire que c'est une maladie européenne, ne se propage. Là, c'était une très bonne initiative de fermer les frontières. Ça a permis donc de faire en sorte qu'on ne soit pas débordé par la maladie. Après, il y a eu un loupé. C'était par rapport à des voyageurs qui venaient d'Europe, qui ont été transférés donc dans un centre approprié, l'Institut national de la jeunesse et des sports. Il me semble bien que c'est dans la commune de Marcory. Et là, il y a eu quelques ratés parce qu'il n'y avait rien de prêt sur le terrain. Et bon, alors, devant la protestation des gens, eh bien, le gouvernement a été obligé de les délocaliser chez eux pour être donc surveillés depuis leur domicile. Évidemment, les Ivoiriens n'ont pas apprécié d'abord cette façon de faire et surtout n'ont pas apprécié le fait qu'il y a eu des passes droits, c'est-à-dire des célébrités qui se sont glissées et qui sont rentrées chez elles sans passer par le centre en question. Mais j'ai l'impression qu'on a tiré les leçons et que finalement, on a compris qu'il fallait faire exactement qu'il fallait poser les gestes qu'il faut. Jusque-là, la maladie est endiguée et c'est tout le mal que je souhaite à la Côte d'Ivoire. Voilà, merci beaucoup, docteur Jacques Leroux. Rapidement, avant de parler de notre sujet d'aujourd'hui, je l'ai dit en début d'émission, vous êtes aussi enseignant. De façon générale, on parle de plus en plus de la reprise des choses à partir du mois donc d'août. Est-ce que vous êtes favorable ou bien, selon vous, est-ce qu'on doit d'abord désinfecter toutes les cités, les amphithéâtres et autres avant que la reprise des cours ne soit effective? Est-ce que vous êtes un peu inquiet? Là, j'ai bien compris que vous parliez de la Côte d'Ivoire. Non, je parle maintenant des États-Unis d'Amérique, à votre niveau ici. Bon, alors, moi, je peux parler de ce que je connais, de ce qui s'est passé chez moi, dans mon université ici en Virginie. Ils ont été très alertes, très vigilants, et je peux en parler au plan personnel. Au mois de mars, précisément le 4, j'étais en France pour participer donc à la graduation de mon fils qui avait reçu son master en management. À mon retour, je me suis pointé sur le campus, si je puis dire, et tout le monde me fuyait. Je n'ai pas compris pourquoi, mais c'est parce que déjà, ils avaient anticipé. On m'a dit, vous êtes en quarantaine, vous rentrez chez vous, et dans 14 jours, vous faites signe. Ça veut dire que la réactivité a été systématique. Eh bien, je suis resté chez moi. Après, je suis revenu, évidemment, sur le campus. Et puis 2 ou 3 jours après, on a demandé à tout le monde de quitter le campus pour des raisons de sécurité. Donc, on n'a pas eu ce problème d'infection des laboratoires et tout ce que vous avez dit tout à l'heure. On s'est tous dispersés et les cours ont continué online. Ça a été très intéressant parce que ça a permis aux uns et aux autres, en tout cas à bon nombre d'enseignants, par exemple, de maîtriser aujourd'hui l'enseignement à travers ce qu'on appelle Blackboard Collaborate. Donc, c'est comme ça qu'on a résolu le problème. Pour la rentrée, on ne sait pas encore. On sait simplement que la graduation aura lieu en septembre. Comment on va le faire, on ne sait pas. Mais pour la rentrée, on n'a pas tout à fait fixé la date. Et pour la façon dont on pourrait le faire, on hésitait encore entre la présence des étudiants sur le campus,
ou alors comme une espèce d'enseignement hybride, où pendant une semaine viendrait un groupe, et pendant une autre semaine viendrait l'autre groupe, de sorte à limiter peut-être bien les risques de contamination. Bon, il est évident que dans ce pays, on ne va pas faire retourner les étudiants au campus tant qu'on n'a pas désinfecté. Vous savez très bien comment ça se passe avec les tribunaux, avec les avocats. Donc oui, je pense que tout sera complètement nettoyé avant que les étudiants reviennent port de bon. Voilà, merci beaucoup, docteur Jacques Leroux. Alors, revenons donc au thème. Donc, d'aujourd'hui, on parle beaucoup plus. Le thème, c'est donc les enjeux. Hein. On peut parler enjeux ici, c'est surtout les implications de la libération du président Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. Quand on parle beaucoup plus de la libération, c'est surtout l'allègement des conditions de la libération de M. Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Hein. Alors, avant de rentrer donc dans les détails, je vais d'abord vous laisser présenter d'abord le thème et ensuite je vais revenir avec des questions, ici des questions de nos frères qui sont déjà en ligne. Nous avons le docteur Jean-Aimé Mogoto, le pasteur Nda et le docteur Ekendi qui sera avec nous tout à l'heure pour vous poser quelques questions. Alors, prenez tout votre temps et expliquez-nous bien, dites-nous exactement ce que vous pensez de ce thème, comme si vous étiez en amphithéâtre. Et ensuite, nous allons revenir tout à l'heure pour des questions. Allez-y, docteur Jacques Leroux. Waouh, vaste programme, hein? Je pense que ça sera facile pour vous. Vous êtes un habitué. Vous êtes un habitué. OK. D'abord, je voulais dire que je salue les intervenants dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, sur le thème de la conférence d'aujourd'hui, l'intitulé est très simple, à lire du moins. Il s'agit des enjeux de la libération du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. C'est bien ça. Bon, sur un plan plus général, avant de rentrer dans les détails, je dirais que c'est une grande nouvelle parce que je pense que cela va concourir à l'apaisement de la situation dans le pays. C'est cela que je peux dire. Donc, je salue cette nouvelle. Maintenant, vous avez dit que j'avais tout mon temps, donc je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais essayer d'aborder le sujet de façon méthodique, puisque dans notre travail, dans notre métier, nous avons pour mission d'être précis. Eh bien, je voudrais d'abord commencer par faire quelques petites précisions importantes pour qu'on comprenne bien les futurs développements que je vais faire. Première précision. La présente conférence n'est pas une conférence à caractère juridique. Je voudrais me répéter. La présente conférence n'est pas une conférence à caractère juridique. Sinon, il eût fallu s'adresser tout simplement aux spécialistes du droit. Je n'en suis pas. Deuxième précision. On l'a dit tout à l'heure, c'est une conférence dont le but est de passer en revue les enjeux. Vous avez dit les implications, je suis d'accord avec vous, de la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Enfin, la conférence portera évidemment sur un nombre assez limité d'enjeux identifiables. Ce sera très succinct au niveau des enjeux. Pourquoi? Mais parce que déjà, il faut répondre aux contraintes évidentes de temps, mais aussi essayer d'aller au fond des choses. Et puis voilà, c'est ma conviction, il faudrait plutôt organiser un colloque pour discuter de ce sujet plutôt qu'une conférence. Tout ceci étant dit, j'aimerais bien maintenant revenir à ma méthode d'approche pour aborder ce sujet. Elle est très simple, elle est binaire. D'abord, je compte parler de la libération elle-même et de ce que j'en pense, moi, Jacques Leroux. Dans un second temps, eh bien, je vais essayer d'identifier et d'analyser un certain nombre d'enjeux attachés à cette libération. Alors, cette libération, elle est intervenue, me semble-t-il, le 28 mai 2020. Et puis, voilà, il y a toute une question qui vient à l'esprit. Peut-on parler véritablement de libération? Je crois, comme vous l'avez dit, qu'il convient de parler de libération conditionnelle. Et je crois qu'il n'est pas inintéressant de rappeler ici en quoi. Eh bien, parce que les avocats de Laurent Gbagbo faisaient valoir qu'il ne peut être imposé de restriction à la liberté d'une personne acquittée. Les juges ont refusé de les suivre
et ils ont relevé que la défense de Laurent Gbagbo n'avait pas démontré d'erreur manifeste de raisonnement, ni que des circonstances particulières justifiaient le réexamen de l'arrêt. Néanmoins, le tribunal a coupé la poire en deux, je vais dire, en levant un certain nombre de conditionnalités qui pesaient sur la mise en liberté de Laurent Gbagbo. C'est ce qu'on appelle les fameux assouplissements. Alors, les conditionnalités qui ont été levées, tout le monde les connaît puisqu'elles sont dans la presse, Google, mais comme nous sommes à un débat, je crois qu'il n'est pas du tout superflu de les relever ici très vite. Alors, je vais en citer 2 ou 3. Voilà. Alors, les conditions levées. Ne pas se déplacer en dehors des limites de la municipalité de la ville où réside dans l'état d'accueil. Cela veut dire quoi? Mais cela veut dire tout simplement qu'il peut voyager, mais tout pays dans lequel M. Gbagbo souhaitera se rendre doit notamment accepter au préalable de le recevoir. Une autre conditionnalité. Pointer, oui, j'emploie bien un vocabulaire ouvrier, pointer chaque semaine auprès des autorités du pays d'accueil ou auprès de la Cour. 3e point sur lequel je vais m'arrêter, et je passerai à autre chose, eh bien, remettre à la CPI toutes les pièces d'identité dont ils disposent, en particulier leur passeport. Alors, quand on a parlé des conditions qui ont été levées, il est tout à fait logique de parler des conditions qui n'ont pas été levées et qui ont été maintenues. Alors, la première, c'est répondre aux convocations de la CPI, donner leur adresse à la Cour et à l'État hôte, c'est-à-dire qui les accueille, ne pas évoquer leur situation judiciaire dans les médias, ne pas rencontrer les témoins du procureur. Il y aurait peut-être encore d'autres petites choses que je ne maîtrise pas, mais voilà en gros les conditions levées et celles qui sont maintenues. Alors là, il y a une question qui vient tout de suite à l'esprit. On se rend bien compte qu'il ne s'agit pas d'une libération. Donc, au fond, on peut se poser la question de savoir pourquoi on parle de liberté tout court, et notamment dans le camp des partisans et sympathisants de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, alors qu'il reste encore des conditionnalités. Je ne suis pas dans le secret des dieux, je n'ai pas la réponse, mais j'ai des intuitions. Ma première intuition, ma première raison, eh bien, je dirais qu'il y a là ce que j'ai appelé un effet psychologique instinctif. Ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que les hommes et les femmes qui attendaient et qui attendent cette libération depuis des lustres, eh bien, ces hommes et ces femmes sont fatigués. Ils sont là d'attendre. On peut donc penser que dans leur subconscient, il n'y a d'horizon que la libération. C'est tout. C'est du domaine de l'affectif. Ça, c'est ma première intuition. La deuxième intuition me paraît un peu plus rationnelle. J'ai l'impression que nous sommes rentrés dans un processus irréversible. Là, nous sommes au niveau du FPI et de ses alliés. C'est-à-dire tout ce qu'on a vu d'ailleurs sur YouTube, dansant à la résidence du ministre Assoa Adou. En conclusion, nous sommes ici au niveau de l'élite qui exprime une joie. Alors, cette joie est la joie de tous les Ivoiriens lambda, mais j'ai l'impression que c'est aussi une joie particulière. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure de processus irréversible. Alors, ce que je comprends par là, c'est que cette joie exprimée par l'élite, finalement, du FPI, eh bien, c'est une joie qui porte un message. Et ce message dit ceci. Messieurs de la CPI, soyez courageux, finissez le travail, car nous sommes rentrés dans un processus irréversible. Un retour en arrière n'est plus possible. Voilà ce que j'ai pu comprendre dans cette tendance à parler de libération, plutôt que de parler de libération conditionnelle. Maintenant, quand on parle de libération, on doit pouvoir se demander qu'est-ce qu'il explique? Pourquoi? Je dois dire que cette libération, pour moi, eh bien, elle est très étrange. C'est une libération pour le moins étrange. Pourquoi? Mais d'abord parce qu'elle a été refusée 10 à 11 fois. Et les arguments à l'époque étaient les suivants. Risque de fuite avec le concours de réseau, trouble à l'ordre public, popularité. J'ai été d'ailleurs très surpris et très content de retrouver une déclaration du conseil de M. Gbagbo
en la personne de Maître Altic, et qui revient donc sur la prétendue sur la popularité de M. Gbagbo. Et il dit ceci. Il s'adresse à la procureure, Mme Fatou Bensouda. Mais il est populaire depuis longtemps. Il sera toujours populaire. Ce qui veut dire qu'il ne sera pas libéré. Et ça, ce n'est pas du droit. Il ne faut pas confondre les admirateurs et le réseau. Ajoutons qu'aujourd'hui que la libération de Gbagbo est actée, celle de Blé Goudé aussi, eh bien on apprend que c'est parce que les audiences sur l'appel à l'acquittement pourraient prendre de longs mois. Je dois tout vous dire aujourd'hui, cela ne me paraît pas crédible. Pour un procès plutôt, dans lequel finalement le facteur temps a été ignoré pendant 8 ans. C'est un non-sens. Mais tout de même une question. En quoi les risques évoqués, les risques de troubles évoqués, ont-ils disparu pour qu'aujourd'hui on en arrive à une libération? Est-ce que les risques de perturbation ont disparu? Je dois dire que c'est une question qui me laisse songeur. Excusez-moi. Certes, on ne peut pas se voiler la face, il y a quelques velléités de troubles dans le pays. Par exemple, la réaction du collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, qui déclare, et je cite, s'opposer énergiquement à une quelconque désignation de l'État de Côte d'Ivoire en sa qualité d'État parti au statut de Rome de la Cour, SIC, pour accueillir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sur son sol. Ajoutant, et je cite toujours, qu'un contentieux est à l'origine de cette décision irrévocable et non négociable. Ce collectif dit que la vérité n'a pas été dite et que la justice n'a pas été rendue. De surcroît, aucune réparation n'a été obtenue. De ce fait, ce collectif réclame un nouveau procès et tout cela est signé de M. Isiaka Diaby, son président. On voit bien qu'il s'agit effectivement d'une position très tranchée. Mais on pourrait opposer à M. Diaby la réaction d'une autre association des victimes, qui est la Confédération des victimes des crises ivoiriennes. Que dit cette confédération? Eh bien, je vais énumérer donc ce qu'elle dit. Prend acte de la libération conditionnelle de Gbagbo et de Blé Goudé, c'est-à-dire les assouplissements des conditions. Réitère sa confiance en la CPI pour établir sans embâche la responsabilité des auteurs de violations, garantir les réparations aux personnes et aux communautés victimes de violations. Dit ne pas faire de fixation, et je pense que c'est important, dit ne pas faire de fixation sur tel ou tel présumé auteur de violation et atteinte commise en Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale de 2010. Espère voir comparaître d'autres présumés, c'est pas mal aussi comme idée, espère voir comparaître d'autres présumés auteurs afin que soit su la vérité sur les atrocités et les modalités de réparation. Et surtout, elle demande, et ça me paraît important, à ce que la recherche de la justice et la lutte contre l'impunité se passe dans la paix sans susciter de violence. Signé, président du conseil administratif, ma source, Connexion ivoirienne du 1er juin 2020. Alors maintenant, il me reste à tirer quelques enseignements de ces positions tranchées en termes d'impact. Eh bien, pour moi, il s'agit d'une question particulièrement délicate qui devra être tranchée au plus haut niveau du pouvoir d'Abidjan, en toute responsabilité et réalisme, et non laissée à l'appréciation des associations. Pourquoi? Parce qu'il faut privilégier la réconciliation et la paix. Alors là, on a parlé des associations, on a parlé un peu de tout, mais Gbagbo lui-même dans tout ça, c'est quand même lui, avec son ministre, qui sont au centre de la chose, au cœur. Alors on constate évidemment qu'il a été condamné à 20 ans de prison dans son pays natal. Alors maintenant, il faut regarder ce que ça signifie, les 20 ans de prison. Eh bien, je considère que si M. Gbagbo devrait être incarcéré, je crois qu'il serait difficile, dans un pays en crise et donc fragile comme la Côte d'Ivoire,
de le garder longtemps en prison. Surtout qu'il sort grandi d'une libération à la CPI. Je pense que Alassane Ouattara devrait prêter attention à ces propos de maître Jean-Paul Benoît, l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire, donc un proche, qui recommande l'apaisement et la réconciliation, et ceci à l'occasion d'une interview qu'il a donnée à la radio La Paix, anciennement radio Onusi FM. Et cela au lendemain de la décision rendue sur la liberté conditionnelle. Que dit M. Benoît? Je cite. Les choses se sont bien déroulées dans le respect des règles de procédure, dans le respect des droits de la défense et de chaque partie au procès. Chacun s'est exprimé et par conséquent, nous arrivons au stade final de ce procès. Je souhaite, c'est Maître Benoît qui parle, avocat de l'État de Côte d'Ivoire, je souhaite que cette procédure trouve une issue et je souhaite la paix, la réconciliation pour l'ensemble des Ivoiriens. Qu'ajouter de plus? Sauf que nous sommes rentrés dans un processus d'apaisement. D'ailleurs, M. Joël Nguesson, c'est un haut cadre du RHDP, pense, pour sa part, que le chef de l'État de la Côte d'Ivoire dira oui à une demande de retour au pays qui serait formulée par le président Laurent Gbagbo. Quand j'ai eu dit tout ça, il me semble important maintenant de donner mon sentiment profond par rapport à tout ça. Je pense que la sagesse prévaudra au final. Et en disant cela, j'entends rester fidèle à une conviction profonde ancrée en moi, qui est que la politique est plus puissante que le droit. La politique est plus puissante que le droit. L'histoire des conflits dans le monde le prouve. Mais, ceci étant, la libération de M. Laurent Gbagbo et de Charles Bleau Goudé a une signification particulière pour certains acteurs de cette crise. Et donc, je vais les passer en revue. Premièrement, j'ai envie de dire que cette libération, il faut dire les mots comme il faut, apparaît comme une défaite à mi-parcours de la CPI et de ceux qui ont facilité le transport des deux hommes. Cette libération traduit, à mon sens, un malaise dû à la faiblesse exceptionnelle du dossier, une faiblesse pour le moins surprenante. Je rappelle au passage, excusez-moi, que le juge italien, M. Tartusser, avait complètement démonté ce dossier et que certains témoins, censés donc témoigner à charge, ont fini par se retourner. Je considère ici aussi que la libération de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé traduit un discrédit croissant de la CPI, qui avait dû déjà d'ailleurs reculer sur le dossier du président et du vice-président kényan, et qui, pour l'instant, ne sait toujours pas que faire pour le cas de M. Omar El-Béchir, ex-président du Soudan. Mais il y a un fait nouveau. Ce fait nouveau, c'est que les critiques à l'encontre de la CPI viennent de plus en plus des médias français. Ça donne à réfléchir. Maintenant, j'ai envie de dire, au fond, en quoi cette libération pourrait impacter la vie de la Côte d'Ivoire, la vie politique. Donc ici, je vais essayer de faire une interprétation de cette libération au plan interne. De toute évidence, pour moi, cette libération est un défi pour le pouvoir d'Abidjan, et notamment dans la perspective des élections présidentielles d'octobre. Voici la situation, ou plus exactement, voici le cadre. Si Laurent Gbagbo est ostracisé par le pouvoir d'Abidjan, c'est-à-dire si on refuse d'entériner sa candidature, M. Gbagbo pourrait très bien lancer un appel d'ordre de vote en faveur du PDCI, auquel cas, l'espoir d'une victoire du RHDP au premier tour s'envolerait, à mon avis, objectivement. Cette libération, aussi au plan interne, à mon sens, elle remet en cause le fameux slogan « c'est calé, c'est bouclé, c'est géré ». J'ai fait une remarque quelque part aussi dans mes lectures. Je constate que cette libération présente quelques similitudes avec le cas Jean-Pierre Bemba. Après 10 ans de prison et condamné à 18 ans en appel, on libéra
comme ça, M. Bemba, contre toute attente, je rappelle, à 6 mois de la présidentielle du Congo. M. Bemba plutôt, fut libéré à 6 mois de la présidentielle, alors qu'il avait été condamné à 18 ans de prison en appel. Alors, comment comprendre cela? Ça dépend. Moi, j'ai l'impression que c'était peut-être une façon de faire pression sur le président Kabila, qui voulait imposer son homme, parce que cela crée des frictions, et vous savez très bien que le partenaire au développement n'aime pas le désordre. Et je pense ici aux États-Unis et à l'Union européenne. Eh bien, j'ai l'impression que, mais c'était un peu osé, mais nous sommes là pour ça, parce qu'on doit faire des analyses. Eh bien, j'ai l'impression ici qu'il y a comme une espèce de parallèle avec la situation de la Côte d'Ivoire et le cas de Gbagbo. Ben, il est libéré à 5 mois, c'est-à-dire à 1 mois près de Bemba, de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Ben, en Côte d'Ivoire aussi, il y a beaucoup de crispations et il y a beaucoup de signaux qui sont au rouge. La CEI n'est pas réformée. L'enrôlement, c'est-à-dire le fichier électoral, est inachevé. À 5 mois du scrutin, il y a des milliers d'exilés au Ghana et dans d'autres pays de la sous-région. Et puis le contexte global, là on va parler géopolitique, le contexte sous-régional, eh bien c'est un contexte d'insécurité à cause de la menace du terrorisme. Alors, question. Est-ce qu'il y aurait anguille sous roche? Allez savoir. Quand j'ai eu dit tout ça, eh bien, j'ai envie maintenant d'essayer d'isoler très clairement un certain nombre d'enjeux qui sont attachés à la libération de Laurent Gbagbo et de les traiter. Je dois dire qu'il y en avait pléthore. Il me fallait couper dans le vif, trancher dans le vif. Donc, j'en ai choisi 4 principaux. J'ai choisi 4 principaux enjeux à discuter ce soir. Le premier enjeu, c'est la réconciliation. Gros chantier. Le deuxième enjeu, c'est la recomposition du paysage politique ivoirien. Le troisième enjeu, c'est le renouvellement du personnel politique ou classe politique. Et le quatrième enjeu, me semble-t-il, ce sont les leçons partielles, les leçons à mi-parcours à la CPI pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Alors, on va commencer par la réconciliation. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était un gros chantier. Donc, je vais apporter un gros focus sur la réconciliation. Alors, d'abord, je crois qu'il est important de définir le concept. On parle de la réconciliation, mais qu'est-ce que c'est la réconciliation? Ben, je n'ai pas cherché midi à 14h, je me suis rendu dans les dictionnaires. Alors, que nous dit le dictionnaire? Il nous dit ceci. Réconciliation. Action de réconcilier des personnes brouillées. Des personnes brouillées. C'est aussi le fait de se réconcilier. Réconcilier signifie établir des relations amicales entre des personnes brouillées. Se réconcilier, c'est faire cesser le désaccord qui existait avec quelqu'un. J'avoue que cette définition que je qualifierais de soft m'a laissé un tout petit peu sur ma faim. Pourquoi? Mais parce que j'ai trouvé qu'il y avait là comme une espèce de décalage, un paradoxe, un hiatus même entre cette définition laconique, candide, lapidaire et la rude réalité à laquelle elle est censée s'appliquer. Car on le sait tous, la réconciliation, c'est presque toujours un processus long, âpre, semé d'embûches, rythmé par des douleurs et des pleurs. Comme pour dire que la paix des braves se mérite. Alors, j'ai trouvé que c'était aussi un rapport avec la religion chrétienne. Alors, au plan religieux, chez les catholiques précisément, eh bien, la réconciliation, c'est la cérémonie par laquelle un pécheur est pardonné et réadmis à la communion à l'Église. C'est aussi une cérémonie qui a pour objet de purifier un lieu saint profané. Mais pour moi, la réconciliation recouvre un champ plus vaste. Et c'est d'ailleurs, me semble-t-il, la raison pour laquelle elle apparaît comme un véritable serpent de mer. Un serpent de mer, pourquoi? Parce que chacun la manipule au gré de ses intérêts. Je crois pour ma part qu'il y a 4 gros piliers, des piliers importants
qui permettent à un processus de réconciliation d'aboutir. Je reconnais que c'est un choix autoritaire et je m'en excuse. Mais c'est ainsi que j'ai procédé. Donc, pour moi, il y a 4 grands piliers qui permettent à une réconciliation ou à un processus de réconciliation de réussir. Ce sont la nécessité, la volonté, le souci de vérité et la réparation. Alors, pour la Côte d'Ivoire, je pense qu'on est en droit de se poser la question suivante. Première question, importante. Est-ce qu'il y a vraiment nécessité pour une réconciliation en Côte d'Ivoire? Je pose la question, c'est tout à fait à dessein que je pose la question. Eh bien, pourquoi? Eh bien, cette question mérite d'être posée parce qu'il est impossible, à mon sens, de réconcilier des partis qui ne veulent pas se réconcilier. Alors, est-ce qu'il y a nécessité de réconciliation en Côte d'Ivoire? Est-ce que tout le monde voit les choses de cette façon? Après la nécessité, je passe à la volonté. Alors, si oui, s'il y a nécessité de réconciliation en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a une volonté clairement affichée pour porter la réconciliation afin de pouvoir surmonter les entraves? Troisième question, toujours pour la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on sera capable dans ce pays de dire la vérité, toute la vérité, pour savoir qui a fait quoi, qui est responsable de tel ou tel acte répréhensible? Au fond, mettre un nom sur les visages, vider son sac, que les vérités plaisent ou non. Et cela, aussi bien du côté du pouvoir que de l'opposition. Je crois que l'opposition a beaucoup changé. Mais enfin, j'allais dire des belligérants de l'époque. Et puis le point numéro 4, la question, est-ce qu'on sera capable en Côte d'Ivoire, quand on aura fait tout ça, eh bien, de payer le prix, notamment en termes de réparation? Voilà des questions qu'on aurait pu se poser par rapport donc à ce problème. Maintenant, supposons que nous soyons disposés à la réconciliation, eh bien, il faudra qu'on fasse quelque chose de fondamental, d'essentiel, pour ne pas que ce processus dérape. Il faudra donc qu'on se mette d'accord sur les termes de la réconciliation. Il faudra qu'on se mette d'accord sur les termes de la réconciliation. De quoi on va parler? C'est important. S'agira-t-il d'une réconciliation fondatrice ou d'une réconciliation cosmétique? Et puis, par quelle période de l'histoire de la Côte d'Ivoire devrait-on commencer? La crise du 108, les événements de Gagnoa avec Christophe Carvegnagé, les conflits fonciers, ou alors on va se focaliser sur la crise qui sévit dans le pays depuis une trentaine d'années. Au niveau de la volonté, de quels moyens dispose-t-on? Comment on s'y prend, par exemple, pour réunir tous les acteurs principaux autour d'une table, à savoir M. Bédier, M. Babo, M. Ouattara? Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir un problème. Je crois que ce sera difficile parce que le Covid-19 recommande la distanciation sociale en ce moment. Plus sérieusement, en Côte d'Ivoire, quel type de réconciliation voulons-nous? Est-ce une réconciliation qui sacrifie, j'allais dire, à la clémence légendaire des Africains, avec les arguments qu'on connaît, ces arguments fallacieux du genre « laissons tout ça tomber et avançons, même quand on tue, c'est pardon, on demande ». Excusez-moi, ce qui, à mon avis, est une licence pour récidiver, puisque le pardon est garanti. Sans oublier d'ailleurs que le pardon n'empêche pas les victimes de continuer à souffrir. Donc, à mon sens, on ne pourra pas tourner la page sans la lire, avant d'en tirer toutes les leçons. Enfin, une suggestion sur ce problème. Pourquoi ne pas oser exploiter le rapport de la commission de réconciliation confiée au Premier ministre Cheikh Bani, commission financée avec les deniers de l'État? Pourquoi pas? Chers amis, voilà ce que j'avais à dire pour l'instant sur la question. Je voudrais pouvoir maintenant parler de la recomposition du paysage politique ivoirien. Eh bien, cette recomposition, elle concerne tout le pays, tout le paysage politique, c'est-à-dire des plus grands partis aux plus petits, à cause
finalement, de l'effet absolument violent de la crise que nous avons connue. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le FPI, puisque nous parlons de Gbagbo ce soir et de Blé Goudé. Donc, je commence par le FPI. Nous parlons, encore une fois, de recomposition du paysage politique. Alors, au FPI d'abord, le parti de Gbagbo, je dirais qu'avec cette libération, l'unité du parti est en marche chez les frères ennemis qui se regardaient, n'est-ce pas, en chien de faïence depuis 2014 et le congrès de Mama. Mais je pense que les militants du FPI qui sont à l'écoute donneront plus de précision à ce niveau. Et puis, on sait que le FPI a été un parti de gouvernement. Ils sont restés au pouvoir 10 ans. Donc le FPI, parti de gouvernement, peut aller aux élections en tant que parti, tout seul. D'ailleurs, il vient de déclarer sa volonté de participer à toutes les élections en Côte d'Ivoire. J'ai fait un constat, c'est que le poids d'un FPI uni sera décisif dans tous les cas de figure. Je dis bien dans tous les cas de figure. S'il y aille tout seul, s'il se mettra avec un autre parti, son poids en tant que parti uni sera absolument inestimable. Surtout dans un contexte où sa base est galvanisée par la libération de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Mais je pense que le FPI pourrait tout aussi se mettre sous la bannière de EDF, qui est Ensemble pour la démocratie et la... Oui, c'est bien ça, et le socialisme, et la solidarité. Eh bien, le FPI pourrait se joindre à EDF pour aller aux élections, comme il avait fait en 2006 avec la majorité présidentielle LMP. Voilà ce que je peux dire sur le PDCI, sur le FPI, pardon, en termes de recomposition et de réorganisation. Maintenant, j'en viens au PDCI, le plus vieux parti du pays. Eh bien, le PDCI, lui, là, il a désormais un partenaire de poids pour la suite du combat. Mais je voudrais rappeler que ça n'a pas que des avantages. Parce qu'au fond, chacun des partenaires pouvant se faire coiffer au poteau au sein de cette alliance. Mais bon, on peut considérer que le perdant soutiendra l'autre au second tour. Le PDCI devra mettre les bouchées doubles, je pense, pour se retrouver bien placé au second tour du scrutin afin de bénéficier du report des voix du FPI. Et ceci est tout aussi valable pour le FPI. Je constate que le PDCI et le FPI ont signé un accord de collaboration pour promouvoir la réconciliation. Pour moi, après analyse, je considère que c'est un accord qui préfigure un accord politique en bonne et due forme de désistement au second tour de la présidentielle. Voilà ce que j'avais à dire sur le PDCI dans son interaction aussi avec le FPI. Au niveau du parti au pouvoir, le Rassemblement des Dupotistes pour la paix, RHDP. Je l'ai déjà dit, je le répète, le slogan « c'est calé, c'est bouclé, c'est géré », eh bien pour moi, il est caduc. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un contexte où la mouvance Gbagbo est dans le jeu. C'est pas rien. Parce que on peut penser que le FPI EDS ira aux élections pour les gagner ou s'imposer comme un faiseur de roi. Très convoité. Suivez mon regard. Pardon. Pour moi, une victoire au premier tour du scrutin par le RHDP me semble improbable, compte tenu de ce que je viens de dire. Et surtout parce que le RHDP, ce n'est pas un long fleuve tranquille non plus. Tout le monde est touché. Eh bien, le RHDP a connu le départ d'Innocent Ndaki Kobena, de Niamien Konan, ministre, d'Henri Konan-Bédier, ex-président, et de Guillaume Soro, deux poids lourds, et plus récemment d'Amontano. Je ne sais pas trop si ce sera pour le terrain politique ou l'effet psychologique, mais c'est à voir puisqu'on ne sait pas grand-chose du programme de M. Amontano. Et puis, de plus, pour compliquer les choses, alors là, la situation à l'UDPCI, l'allié du RHDP, eh bien, la situation à l'UDPCI, elle est totalement opaque, illisible. Le docteur Mabritois Keuz, son chef, eh bien, il est en délicatesse avec le RHDP. Et puis, surtout, on ignore l'enracinement politique des contestataires de l'UDPCI qui sont menés aujourd'hui par le docteur Flindé dans le Tampi et encore moins dans le pays, le reste du pays. Donc, pour moi,
il est difficile à ce stade de dire si le RHDP saura capter les voix de l'UDPCI. C'est une inconnue à 5 mois du scrutin. Par contre, et c'est bien pour le RHDP, il pourrait certainement se prévaloir de son bilan économique qu'il juge inattaquable, avec toutefois un bémol, je veux dire une faiblesse notable sur le plan social. Donc, je pense que l'élection nous dira si les Ivoiriens auront été sensibles au bilan du RHDP, surtout quand on connaît la Côte d'Ivoire et quand on connaît ce que j'appellerais la personnalisation à outrance des campagnes électorales en Côte d'Ivoire. De même, cette élection permettra de juger du poids réel des transfuges du PDCI qui ont rejoint le RHDP, Aoussou, Hachi, Ndioumani et autres. Maintenant, parlons du parti cadet, le COJEP. Eh bien, le COJEP, jeune parti, dirigé par Charles Blé Goudé. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Charles Blé Goudé a sa jeunesse pour lui, donc il a le temps. D'ailleurs, il clame depuis toujours sa fidélité au président Gbagbo et ne sera candidat que si Gbagbo ne se présente pas. Son parti, le COJEP, n'a participé à aucune élection à ce jour et je dois dire que nous n'avons aucune indication quant à son poids et son enracinement réel. Mais c'est un jeune parti, dirigé par un leader charismatique, surtout auréolé de sa victoire à la CPI. Ce n'est pas rien, du point de vue psychologique. Alors, le COJEP, c'est un parti d'avenir. On jugera certainement au soir des élections locales, régionales et législatives. Voilà ce que je voudrais dire, sur donc la recomposition politique en Côte d'Ivoire. Il me fallait synthétiser rapidement. Oui, mais avant de vous laisser continuer, vous n'avez pas parlé du cas des soroïstes. Pourquoi? Est-ce que vous l'avez fait sciemment? Alors, le cas des soroïstes, je n'en ai pas parlé, mais j'allais y venir, mais je peux en parler maintenant. Allez-y, non, je vais vous laisser continuer. Allez-y. Je peux en parler. Allez, je vous laisse Alors, continuer. le cas des soroïstes, je crois que c'est un problème inédit dans le paysage politique ivoirien. Parce qu'en raison de la sociologie, en raison de nos habitudes, en raison du comportement des gens, la Côte d'Ivoire, pour ainsi dire, a été divisée en 3 gros groupes en termes de répartition politique. On a un groupe qui serait le FPI, un autre groupe qui serait le PDCI et un autre groupe qui serait le RDR, devenu aujourd'hui RHDP. Voilà la configuration classique. Donc, le cas de Soro, c'est un cas tout à fait, j'allais dire, unique. C'est un cas inconnu jusque-là, puisque, a priori, si on s'en tient à une logique, moi que je qualifierais de tout à fait un fait de région, ou je ne sais pas, de regroupement par grand groupe, eh bien, son cas est un véritable problème. C'est une épine dans le pied du RHDP. Pourquoi? D'abord parce que M. Soro a 2 légitimités. La première légitimité, c'est qu'il est de la même région de ce grand groupe, tout en sachant quand même que chaque parti fait un effort pour se trouver des entrées dans le reste de la Côte d'Ivoire, c'est évident. Mais je veux dire que la première légitimité de Soro, c'est qu'il appartient à la mouvance RHDP. D'abord RDR et RHDP. Première légitimité qui lui donne de la visibilité dans le Nord. Deuxième légitimité, c'est qu'à partir donc de cette implantation, j'allais dire, on va dire, sociologique, eh bien, il pourrait déplacer des électeurs, d'autant plus que certains, en tout cas, de ce parti au Nord, eh bien, considèrent que la condition faite à Soro, eh bien, elle est injuste, parce qu'il aurait fait la guerre pour le pouvoir, pour que certains prennent le pouvoir à Abidjan. Donc, je pense que ça peut être, le RHDP, à mon sens, a intérêt à régler ce problème, à gérer ce problème avec sérieux, parce que ça peut être, à mon sens, un poison mortel. Il me semble que ça ne sert à rien de dire « Ah oui, mais il ne compte pas, et ceci, cela ». Je crois que c'est une question sérieuse que de voir comment gérer la question des soroïstes, parce que du côté de l'opposition, on se régale. Mais on se régale pour la même raison, eh bien, on a le visage foncé du côté du pouvoir, à savoir le poids de Soro, qu'on ne connaît pas tout à fait, mais qui a eu une visibilité énorme. Ce monsieur a été Premier ministre. Il faut bien dire que tout ça est venu par les armes, parce qu'il faut appeler un chat un chat. Il a été Premier ministre 2 fois. Il a été, me semble-t-il, ministre de la Défense.
il a été ministre de la Communication parce que je me rappelle qu'il avait eu des ennuis à la télévision nationale, qu'il a voyagé, il a un carnet d'adresses. Je ne connais pas sa vie, mais j'ai l'impression qu'il vit aisément, puisque je ne l'ai pas vu mendier en France. Donc, c'est un poids lourd de la politique ivoirienne qui se détache d'une mouvance qu'on avait cru monolithique, c'est-à-dire un peu taillée dans la glace. Donc, c'est un enjeu majeur et on verra bien avec le temps comment le RHDP et l'opposition vont se charger, en tout cas d'approcher le Kassoro. Voilà ce que je peux dire pour l'instant, monsieur. D'accord. Alors, je vous laisse continuer dans votre présentation. Alors, allez-y, Vert. OK. Alors, maintenant, je voudrais parler de l'avant-dernier point, qui est le renouvellement du personnel politique. On dit aussi classe politique. J'aime pas trop parce que ça fait, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça fait militantisme d'extrême gauche. Il n'y a rien contre l'extrême gauche, mais là, nous sommes à un débat où prévaut une certaine neutralité du discours, même si le fond reste quand même assez constant. Alors, le renouvellement du personnel politique. Alors, ici, je dois dire une chose. J'ai une position très claire, une position tranchée sur cette thématique. Je dois dire que c'est mon credo. Et j'aimerais bien me faire comprendre là-dessus. Je considère qu'il est nécessaire, je dis bien que je considère qu'il est nécessaire de voir émerger une nouvelle génération de leaders pour diriger les affaires de l'État. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. J'insiste là-dessus. Je suis pour que la jeunesse vienne aux affaires. Par contre, l'argumentaire des défenseurs de la jeunesse en politique me paraît pour le moins puéril dans l'état où on le présente en Côte d'Ivoire. Alors, voici la situation. J'allais dire, voici la rengaine. Voici la rengaine qu'on nous sort tout le temps. Bedieu, Ouattara, Gbagbo, ils sont trop vieux. Ils n'ont qu'à quitter et laisser la place aux jeunes. D'ailleurs, ils nous ont créé assez de problèmes comme ça. Voilà ce qu'on entend en Côte d'Ivoire. Donc finalement, en regardant de plus près, on constate qu'on réduit le renouvellement du personnel politique à l'âge biologique des hommes politiques. Mais là, on fait une erreur. Parce que c'est oublié qu'il y a des jeunes vieux et des vieux jeunes en politique. Et puis, que signifierait même une jeunesse dans des partis qui sont complètement sclérosés, où on ne bouge pas beaucoup, où les positions sont occupées, où la pensée ne va pas plus loin que ce qu'on a envie de faire pour cette élection. Donc, moi, je vais faire une proposition à ces jeunes. À mon avis, il faudrait que cette jeunesse privilégie ici ce qu'on appelle les convictions, les idées, la vision qu'on a pour son pays. Alors, bien évidemment, on a du mal à comprendre ces notions parce que dans notre pays, il n'y a pas une culture du débat à cause du déficit de démocratie, aujourd'hui comme hier. Je veux donc dire mon credo, avec gravité. Cette vision du renouvellement du personnel politique est erronée. C'est ma conviction. Je vais plus loin en disant que c'est le degré zéro de la compréhension du fait politique. C'est de la naïveté, c'est une méconnaissance profonde du jeu politique. Et j'ai envie de leur poser une question. Où a-t-on vu déjà ça quelque part? Où a-t-on jamais vu ça quelque part? Ou alors, veut-on prendre une loi pour le faire, ce qui poserait automatiquement des questions, des problèmes, ne serait-ce que pour les droits des citoyens, qui sont garantis par la Constitution. Donc, je considère que ce qu'il faut comprendre dans cette problématique de la jeunesse en politique, eh bien, c'est que la politique n'est pas un jeu d'enfant, ni une célébration liturgique. Le changement dont il est question, eh bien, il ne se décrète pas, il se prend. Il faut y travailler. Dans un parti normal, par exemple, les défenseurs du changement, eh bien, souvent, ils prennent le temps de réfléchir et de produire des idées qu'on appelle des motions à certains moments importants de la marche de leur parti.
Alors, je leur pose la question. Où est ce travail? Jeunesse, où est ce travail explicatif? Eh bien, nulle part. Alors, c'est assez étrange parce que c'est comme si vous achetiez, par exemple, du matériel électronique et on vous donnerait pas le mode d'emploi. Comment est-ce que vous allez l'utiliser? Alors, je sais pourquoi tout se passe comme ça, parce que la réponse, elle est toute prête. Oh, ils n'ont qu'à quitter, c'est tout, on n'a pas besoin de tout ça. Maintenant, une chose. J'observe, comme tout le monde, tout francophone, que les francophones ont souvent tendance à regarder vers Paris. On a le regard tourné. Excusez-moi, je vais boire une goutte d'eau quand même. Donc, je disais que les francophones ont le regard tourné vers la France après 60 ans d'indépendance. Alors, puisqu'ils ont, les yeux tournés vers la France, parlons-en justement de la façon dont ils gèrent le problème de la jeunesse en politique. Peut-être que comme nous sommes, j'allais dire, demandeurs de solutions, peut-être que ça va nous aider. Alors là-bas, en France, l'homme politique creuse souvent son sillon très jeune. L'homme politique creuse souvent son sillon très jeune. Parfois, c'est un engagement de famille. Tout jeune, il ou elle accompagne ses parents aux réunions politiques. Un peu comme on va à la messe le dimanche. On le voit qu'il distribue des prospectus, tout petits. Il rejoint les jeunesses du parti. Il participe à des débats et conférences, à des universités d'été plutôt. Puis, petit à petit, il se fait remarquer au plan local. Et avec de la ténacité, il se fait élire dans un fief, au cantonal, municipal, régional et parfois législatif. Conclusion, on a ainsi une trajectoire, j'allais dire de la traçabilité. On sait d'où il est parti et où il va. On sait aussi qu'il a pris son temps. On sait qu'il a mûri. Alors, je vais vous poser une question pour démontrer le contraire, justement. À votre avis, pourquoi un certain Bernard Tapie, homme d'affaires français, nommé ministre de la Ville par François Mitterrand, avait-il été si cruellement combattu au Parlement français? C'est parce qu'il n'avait pas cette trajectoire. Il n'avait pas cette trajectoire. Circonstance aggravante pour M. Tapie, il incarnait l'homme de l'argent facile. Bref, il n'était pas à sa place, c'était un intrus. Donc, je dois résumer mes idées pour dire comment s'y prendre pour arriver au sommet. Et c'est à l'endroit de la jeunesse qui voudrait prendre le pouvoir et la place des anciens, sans vraiment travailler, il faut le dire. Eh bien, il faut travailler en profondeur et surtout avoir le courage de ses idées, plutôt que de rechercher les privilèges que conférerait la jeunesse. Je suis jeune, j'ai droit à tel privilège. Et puis se rappeler quand même que M. Donald Trump, M. Joe Biden, Bernie Sanders, eh bien, tous ces gens-là sont toujours dans le jeu politique aux USA et vous savez quel âge ils ont, les uns et les autres. Plus loin en Europe, en Grèce, Andreas Papandreou, Premier ministre, eh bien, ce monsieur, il a fait de la politique jusqu'à un âge très avancé. Sachez donc, jeunes des partis qui voulaient prendre le pouvoir, on ne vous fera jamais la passe, ni le cadeau, donc travaillez pour y arriver. Je passe au quatrième point, qui est... Oui, je vous écoute. Non, cela nous amène à parler, si vous voulez, donc les conséquences partielles, si vous voulez, qu'on peut tirer de transfèrement ou bien de recours à la CPI. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce que j'en pense, c'est que je bois une goutte d'eau, déjà. D'accord. Alors, je pense que après votre présentation, vous donnera peut-être 5 minutes pour, voilà, avant donc de vous poser au moins quelques questions. Voilà. Bon, alors, le quatrième point, c'est le dernier. C'est ce que j'ai appelé les leçons partielles du recours à la CPI, leçons pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Lorsque la crise a éclaté en Côte d'Ivoire, on a vu des jeunes qui étaient dans les rues, qui manifestaient en faveur du pouvoir
on les a appelés les patriotes. Et après, les jeunes patriotes. Certains de ces jeunes se sont aussi appelés des panafricanistes. Eh bien, lorsque le président Gbagbo a été transféré à La Haye, eh bien, ces jeunes se sont mobilisés pour défendre sa cause et demander sa libération. Alors maintenant, j'ai envie de parler d'eux, en termes finalement de leçons. Eh bien, pour les panafricanistes, tout le monde constate qu'ils sont passés de la nuit à la lumière. La libération de Gbagbo, c'est une victoire. Eh bien, pour moi, ils sont aujourd'hui, ces jeunes patriotes, confortés dans l'idée que la mobilisation paye toujours. Je peux me tromper, mais après Nelson Mandela, Laurent Gbagbo aura été le leader politique qui aura bénéficié de la mobilisation citoyenne la plus forte mise au service de la libération des leaders africains des temps modernes. Ni Charles Taylor, ni Jean-Pierre Bemba n'ont eu droit à pareille mobilisation. La presse française, d'ailleurs, qui avait longtemps dédaigné cette mobilisation panafricaniste, eh bien, elle vient de se réveiller du jour au lendemain. Et là, elle consacre de plus en plus de reportages à ce mouvement. Allez savoir pourquoi. Conséquence pour la CPI, à travers ces deux procureurs. Eh bien, pour moi, c'est une défaite à mi-parcours, puisque le procès n'est pas terminé. Ces atermoiements sont nombreux. Dossier faible. Autorisation donnée à la procureure pour le renforcer. Acquittement total. Puis liberté sous condition. Enfin, assouplissement des conditions. Je dois dire que ce tango est trop rapide pour être crédible. Maintenant, je vais vous dire ma conviction. De mon point de vue, dans ce dossier Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, on se dirige, me semble-t-il, vers une libération définitive à dose homéopathique. C'est-à-dire? Et je suis persuadé que cette affaire Gbagbo Blé Goudé laissera des traces à la CPI qui devra, coûte que coûte, réformer ses méthodes et ses modes de fonctionnement si elle veut inspirer confiance aux uns et aux autres, c'est-à-dire défense et accusation. Alors, une autre conséquence de cette libération, qui me paraît évidente, c'est la nécessité de la mise en place d'une juridiction africaine crédible. D'abord, un constat que je partage. Pour moi, les Africains n'ont pas besoin de la CPI. Les Africains n'ont pas besoin de la CPI. Parce que je crois qu'ils doivent trouver, et qu'ils en sont capables, de trouver les moyens de mettre en place ce que j'appellerais un tribunal africain, continental, pour juger eux-mêmes, j'insiste sur eux-mêmes, les dirigeants africains qui se seraient rendus coupables de délit, plutôt que de se donner en spectacle, comme si les Africains étaient seuls au monde. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour mettre en place une juridiction africaine forte? Eh bien, ça va de soi. Pour mettre en place une juridiction africaine forte, eh bien, il faut que l'Afrique soit forte et qu'elle reprenne sa liberté. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il y a des dérapages dans certains domaines. J'ai envie de parler, par exemple, d'un problème qui se passe à la Banque africaine de développement. Trouvez-vous normal que l'Union africaine soit financée par des partenaires étrangers? Pour moi, c'est un non-sens. Par exemple, les opérations de maintien de la paix sur le continent, parce que nous, on aime bien se battre, donc il faut maintenir la paix. Eh bien, ces opérations de maintien de la paix en Afrique, tenez-vous bien, elles sont financées à 75% par l'aide extérieure. Vous savez qui dit cela? Non. M. Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine. De même, pour l'année 2017, les partenaires internationaux devaient s'acquitter de presque des 3/4, je dis bien des 3/4 du budget de l'Union africaine. Alors, conséquence logique, eh bien, cela autorise ces partenaires à se mêler des affaires des Africains. Ils ont le droit de s'en mêler. Alors là, moi, j'ai envie de pousser un haut cri d'indignation. Pourquoi? Parce que, au moment où les partenaires étrangers ont pignon sur rue et se mêlent de nos affaires,
eh bien, cette même Union africaine faible, eh bien, elle fait languir un pays africain de la Caraïbe, j'ai bien dit un pays africain de la Caraïbe, c'est-à-dire Haïti, oui, Haïti, pour ne pas le nommer, qui demande avec insistance son intégration dans l'Union africaine. Ça me paraît plus logique d'intégrer Haïti que de dépendre de l'Occident pour une union qui se dit africaine. Alors, le plus scandaleux, et c'est par là que je vais terminer mon propos du jour, ben, c'est ce qui se passe en ce moment à la Banque africaine de développement, ou BAD, qui est d'ailleurs située en Côte d'Ivoire. Eh bien, au sein de cette BAD, l'Afrique, aujourd'hui, est proprement humiliée. Avec l'affaire de son président, s'il me pardonne, j'ai oublié son nom, eh bien, ce président, il a été accusé de corruption et de népotisme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des règles. Donc, c'est mis en place une commission, plutôt une enquête plutôt. On a mis en place, enfin, on a fait une enquête interne à la banque, donc reconnue par tous les membres. Et qu'est-ce qui se passe au terme de l'enquête? Eh bien, le directeur est blanchi. C'est ça, il faut aller à Adesina, c'est bien cela. Hein? Adesina. Pardon? Adesina, c'est le président. Adesina. Ouais. Je m'excuse, monsieur Adesina. Donc, on constate au lendemain d'une enquête interne, eh bien que le directeur, il n'a rien fait de mal. Et puis voilà. Les États-Unis qui se lèvent et qui disent « Nous demandons une enquête indépendante pour connaître de cette affaire ». Mais pourquoi les États-Unis peuvent se le permettre? Mais c'est normal. Ils participent au capital de la banque. Ce à quoi le Nigeria, visionnaire, et d'autres pays s'étaient opposés en vain. Je crois qu'il faut dire aussi avec insistance et gravité que la Banque africaine de développement n'est pas une banque ordinaire. Elle a une mission stratégique continentale, à savoir impulser et soutenir le développement d'Afrique. Chers amis, on peut avoir l'impression de s'être un peu éloigné du sujet, mais je vous assure, il n'en est rien. Car au fond, on voit bien que les démêlés de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé avec la CPI, eh bien, ces démêlés renvoient à la question centrale, à la question cruciale de la souveraineté de l'Afrique. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le thème du jour, du moins pour l'instant, tout en vous remerciant de votre écoute. Voilà, merci beaucoup, hein, docteur Jacques Leroux. Alors, ce que nous allons faire, hein, nous allons vous permettre